Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 10e épisode hors série des UBBistes. On espère que vous nous écoutez les pieds dans l'eau, au soleil ou sur la route des vacances. Tout va bien pour toi Yann ? Ouais, nickel. Bientôt en vacances, tu vois. Dans 2 semaines maintenant. 2 semaines, tu vas être en vacances pour les matchs de préparation quasiment. C'est ça. Voilà, je vais faire mon repos quand l'équipe 1 va reprendre. Ouais, mais t'as bien raison. En tout cas, moi, je suis ravi qu'on garde ce petit rendez-vous entre copains. C'est un peu plus court, détendu. On profite de l'été pour faire des choses un peu différentes. Et en parlant de choses un peu différentes, on a mis en ligne sur Instagram les vidéos des espoirs faites par Yann pour présenter la Cellute Elite. Et on a aussi ouvert un compte TikTok. Ça, c'est grande nouveauté de l'été. Donc, on poste aussi les vidéos dessus de Yann. On verra si on fait d'autres formats, un peu comme ce que j'ai pu faire chez Alexis de la page Amour du rugby, qui est présent sur Instagram et TikTok et qui m'a permis de participer à son mercato de l'UBB. Donc c'est en quelques minutes en vidéo, ça dure 3-4 minutes, c'est super cool. Et donc ouais, j'ai montré ma trogne. D'ailleurs, ça appelle peut-être d'autres projets vidéo, Yann, peut-être du Twitch, des choses comme ça. Ouais, pour voir ma tronche. Bah, toi, t'es encore l'homme mystère, du coup. Eh oui, parce que personne... C'était Alter Rugby qui m'avait indiqué que ma tête ne ressemblait pas du tout à ma voix. Alors, Ouais, bah, je savais pas comment le prendre. Bah dites-nous dans les commentaires ou sur Twitter ou sur Instagram à quoi vous pensez que ressemble Yann. Ça peut être rigolo, ça. Ouais, ça peut être marrant. Ouais. Avant de commencer, on voulait remercier David et Thierry pour leur participation à la cagnotte Tipeee qui est toujours dispo en description de cet épisode. Et vous pouvez toujours, si vous ne l'avez pas encore fait, vous abonner, laisser 5 étoiles, un commentaire sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube, ou nous faire des coucous sur TikTok, Instagram, etc. Bon, on a encore du pain sur la planche avec les trois Cariennes, je crois. Hein. Ah oui, là, il y a du beau monde qui est arrivé, donc il y a du taf, et puis il y a toujours du beau monde qui est en place, donc ça va être super intéressant. Allez, c'est parti pour le mercato des trois quarts. Et comme pour les avants, on va faire poste par poste, en commençant donc par le numéro 9, le numéro 9, avec Maxime Lucu, fidèle au bataillon, qui reste, et Yann Lesgourg qui part à Biarritz. Donc ça, c'était vraiment les deux joueurs de rotation sur le poste de demi de mêlée. On a Martin Pagerello qui nous arrive du Loup. Martin Pagerello qui est international italien, mais GIF, parce qu'il est quand même plutôt français. Oui. Et Valentin Hutto qui arrive de Massy, lui c'est en 2007, donc très jeune mais gros espoir. Et on a Enzo Gourg qui était avec les espoirs la saison dernière et qui est toujours là avec les espoirs. Bon, qu'est-ce que tu en penses de ce mercato ? Donc en gros, avec les pros, le gros changement, c'est vraiment Yann Lesgourg qui est remplacé par Martin Pagerello. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, on a une charnière titulaire de très très haut niveau avec Max qui a fait une saison incroyable. Et c'est vrai que le passage Max-Yann était un peu difficile, quoi. Il fallait parfois se mouiller un peu la nuque. Alors, pas que Yann faisait des matchs horribles, mais c'était tellement, c'était tellement loin du niveau de Max que, en fait, c'était très, 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 très long. Et c'est vrai qu'il y avait un écart qui était monstre. Et là, je trouve que le recrutement est assez malin, parce que comme tu l'as dit, alors il est né à Toulouse, enfin en tout cas il est formé à Toulouse, Pagerello, donc il est GIF, et c'est un joueur, de ce que j'ai pu observer, alors bien sûr on va vraiment augmenter par rapport à Yann, parce que c'est un joueur qui a plus de cannes maintenant. Bien sûr, le prime de Yann, il était quand même assez incroyable en termes de cannes, mais là c'est un joueur qui est en pleine possession de ses moyens, c'est un joueur qui éjecte très rapidement, il a une belle vitesse de passe, il a plutôt pas mal de cannes. Et des matchs que j'ai vus, alors c'est peut-être pas représentatif de son niveau parce que je me suis pas tapé tous les matchs du Loup, mais j'ai surtout regardé les matchs internationaux et donc ces matchs avec l'Italie contre des grosses équipes comme l'Irlande et l'Angleterre. Et j'ai trouvé qu'il avait des box kicks qui étaient vraiment pas mal. Tu vois, des coups de pied dans la boîte qui étaient vraiment intéressants où il y avait une belle hauteur, un bon temps de suspension. Par contre, j'ai pas trop vu sa longueur jeu au pied parce que l'Italie c'est clairement une équipe qui garde le ballon et qui s'amuse pas trop à faire des possessions. Donc j'ai hâte de voir un peu ses sorties de camp parce que c'est quand même un des facteurs qui est extrêmement important et ouais c'est une des bases de notre jeu quoi. Ces coups de pied de pression qu'arrivait à mettre Max,
On l'a pas retrouvé trop avec Yann, même si c'était pas affreux, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à quand même un peu à retrouver pour pas qu'on ait un trop gros écart quand Lucu est pas là, quoi. Mais moi, je trouve que le point que tu as souligné qui est important, et c'est là où je trouve qu'on souffrait beaucoup quand on avait Yann sur le terrain, c'est le fait que Pagerello, ou Pagerello, comme il dirait sur France 2 quand il joue avec l'Italie, c'est que c'est un éjecteur et que, en fait, tu vois, un Carberry, quand il va jouer avec Pagerello, il va avoir 1-2 secondes de plus à chaque fois pour, tu vois, soit dégager, soit organiser le jeu. Donc pour moi, c'est là la vraie différence qu'on va potentiellement avoir avec ce joueur-là. Clairement. Et il a vraiment plus de vitesse maintenant que Nayan. Donc c'est-à-dire qu'il peut prendre des intervalles. Mais effectivement, t'as raison, hein, sa vitesse de passe va nous faire gagner voilà une demi-seconde, ce qui est extrêmement important, surtout quand t'as un pack qui est un peu dominé, parce que Yann il a joué et Carberry c'est pareil avec des packs qui étaient pas forcément titulaires et donc t'es plutôt dominé. Donc si t'arrives pas à éjecter rapidement, et ben ou t'es en retard un peu sur les rucks, ça peut être très très vite pénible. Donc ouais, là c'est vraiment le recrutement intelligent et ça va permettre même en plus, on va parler de la charnière, enfin du numéro 10, mais comme tu l'as dit, ça va permettre d'avoir une charnière numéro 2 vraiment plus compétitive et où il y aura un écart qui sera un petit peu moindre, parce que je dis bien un petit peu moindre, parce que bon, qu'on se le dise, hein, on va toujours compter que sur cette charnière titulaire, qui d'ailleurs ça va être une des clés de notre future saison, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont pouvoir être aussi dominants, être la meilleure charnière du monde 2 ans d'affilée, sachant qu'il va y avoir quelques retours chez nos amis toulousains. Donc ouais non, ça va être vraiment une saison importante, une saison de confirmation pour cette charnière, hein. C'est vrai qu'on là on parle des recrues, mais moi j'attends beaucoup de cette charnière qui garde ce niveau qui était XXL. Et voilà. Et après, par contre, pour les périodes un peu plus pour faire reposer Max, etc., qu'on ait des joueurs qui soient hyper compétitifs. Et puis après, il y a, comme tu l'as dit, il y aura les deux vrais doublons où forcément Pagerello sera pas là, Max sera pas là. Alors, les 2 vrais doublons, comme tu dis, c'est un match en novembre, où Ouais, donc il y aura un match de l'équipe de France sur un week-end de top 14, et un match du coup des 6 nations. Alors, je sais pas lequel exactement, ça va être en février, où il y a un match des 6 nations en même temps que le top 14. Et vu que Martin Pagerello est international italien, c'est le numéro 9 de l'Italie, hein, clairement, il y aura probablement 2 week-ends, donc la saison prochaine, où Maxime Lucu sera avec l'équipe de France en numéro 1, en numéro 2, en numéro 3, ça dépend. Potentiellement, en novembre, ça peut être en numéro 1 et en ouais. numéro 2 ou 3 au poste de demi-mêlée pour le tournoi destination. Et Pagerello sera avec l'Italie. Pagerello, il n'a pas le problème des 42, ou enfin la liste en tout cas des premiums gardés par l'équipe de France à Marcoussis pendant... oui, 18, c'est combien? C'était 18 ou 24, je sais plus. Ouais. Il n'y a pas d'accord entre la fédération italienne et la LNR. Donc la fédération italienne est obligée de rendre les joueurs au club lorsqu'ils ne jouent pas, un peu comme toutes les autres nations. Donc quand ce sera des faux doublons et que Maxime restera à Marcoussis, on aura à minima Martin Pagerello. Par contre, se pose effectivement, et tu allé en parler, des sujets de comment on fait quand on n'a ni l'un ni l'autre. Donc on va dire qu'il y a deux possibilités, je pense, parce que malheureusement il y a une troisième, mais j'ai plus de doutes pour lui. Donc il y a Retière, forcément. Tu peux compter sur lui sur 2 matchs. C'est pas complètement aberrant. Et puis après, ben, bien sûr, tu as la recrue qu'on a parlé, le jeune espoir Uto, qui je pense dès l'année prochaine va intégrer les U20, l'équipe de France U20. Donc on va commencer à pouvoir le voir, je pense, en février pendant le tour destination. Et c'est un joueur qui a quand même des qualités physiques qui sont très au-dessus de la moyenne. Lui, c'est pareil, c'est un joueur qui est extrêmement explosif, qui a une belle passe, parce que parfois il y a des joueurs un peu plus explosifs, mais qui ont des techniques de passe qui sont un peu moins bien. Je pense notamment à Jeunot à son âge, où tu vois, c'était pas toujours les bonnes passes, même s'il avait des grosses qualités physiques. Le seul point pour passer en la catégorie des grands, ça va être son jeu au pied. En fait, ça c'est une énigme, parce que quand t'es jeune, en fait, il joue jamais au pied. Quand tu regardes les U18, ça arrive jamais, quoi. Donc à voir s'il arrive à passer, à bien s'entraîner avec Max. De toute façon, il va apprendre comme une éponge. Mais voilà, ça c'est la deuxième possibilité que je vois. Je vois plutôt Retière comme prix au départ, et peut-être avec Uto en deuxième. Et par contre, j'ai un peu moins de. Je pense que Gourgue, si le staff n'a pas
ne lui a pas fait confiance cette année alors qu'il y avait énormément de blessés. On a eu un neuf, Yann qui a été parfois en difficulté, tu vois, sur certains matchs. On lui a donné zéro chance et on recrute ce Uto. J'ai quand même peu de doutes sur le fait qu'on veuille l'utiliser. Alors après, j'espère me tromper pour lui, mais Ouais, bah tu vois, moi je pense plutôt que ce sera en troisième option au moins jusqu'en 2026, si besoin, que ce sera Enzo Gourg. Alors, Arthur Retière, moi je l'écarte. Parce que, tu vois, typiquement pareil, il a jamais débuté un match en neuf. Pour moi, c'est un peu la chimère de Retière en neuf, c'est-à-dire que il a dû jouer la saison dernière une demi-heure en neuf sur 2 matchs. Tu vois. Tout le monde dit que oui, il a été formé en neuf, que il s'est joué, mais pour débuter un match, pour moi, c'est insuffisant. Et Valentin Huto, je pense qu'il est encore très jeune. Comme tu dis, il y a beaucoup d'incertitudes. Que potentiellement, en plus, tu l'as dit, il y a les 6 nations U20. Donc aussi bien quand il y aura le vrai doublon, peut-être il sera pas dispo. Enfin, je pense que Enzo Gourc, tu vois, il était pas des phases finales avec les espoirs, mais il s'est blessé. Apparemment, il a eu des soucis. Enfin, je pense que c'était un mauvais, ça s'est mal goupillé pour lui. Mais je pense que s'il y a un troisième là sur les prochains mois, c'est plutôt lui. ouais, peut-être. Enfin, moi, j'y crois pas, mais peut-être. Enfin, je comprendrais pas alors pourquoi on l'a pas fait débuter sur le banc plus tôt, quoi. Mais bon, Tu veux voilà. dire la saison dernière? Ouais. Si vraiment on comptait sur lui, quoi. Bah parce que sur le banc, t'avais Arthur Retière. Non, mais même, tu vois, il y avait des matchs. Moi, pour moi, il y a un match, il aurait pu figurer. Et je crois qu'il a fait des rôles de 24e sur un ou deux matchs. Mais il y a un match où il pouvait figurer, où il n'a pas été sélectionné parce qu'effectivement, tu avais Retière qui était en doublure en 9 sur le banc. Mais il n'y a pas eu 10 000 occasions non plus. Hein. C'est-à-dire que Maxime Lucu a jamais été blessé. Lesbourg non plus. Donc au final, t'as pas eu trop d'occasions de... À part quand tu voulais absolument faire souffler Lucu, t'as pas eu trop d'occasions de faire jouer un troisième neuf en fait. Peut-être, peut-être. Moi, j'ai quelques doutes, mais pourquoi pas. C'est une possibilité aussi. Peut-être. Et il Mais faudrait. toujours est-il qu'après, si c'est Valentin Huto et qu'effectivement, s'il a été recruté, et ça je suis d'accord avec toi, c'est pour préparer l'avenir. Hein. 2007, il est encore très jeune quand même, 18 ans. Potentiellement, pourquoi pas sur un match ou deux, oui. Bon, en fait, c'est ça. Après, le truc, c'est pas pour construire une saison. Hein. De toute façon, on parle de 2 matchs. Ouais. Donc, et puis après, ça va être la question, elle peut être vite répondue. Hein. Si ces 2 matchs, c'est des mecs qui sont blessés, c'est toujours pareil. On est dans un sport traumatisant, très difficile de se projeter. En tout cas, effectivement, Retière ne joue quasiment pas neuf, mais bon, est-ce que le staff, tu vois, sur ce type de match, sachant qu'on a pas mal recruté au poste d'ailier, où on peut forcément un peu plus s'en sortir, avoir des vraies solutions aux ailes, est-ce que sur un match, on va pas se dire, bon allez, Retière, tu seras avec Carberry, de toute façon tu vas pas taper au pied, c'est Carberry qui va tout jouer au pied, et puis tu fais ton match, je sais pas, on verra. Ouais, on verra. Toujours est-il que du coup, on a quand même un minimum de rotation sur ce poste, contrairement au poste de numéro 10. Mais juste pour finir sur Pagerello, visiblement, c'est un contrat en 1+1. Ok. Donc ça reste quand même du assez court terme. Il a 26 ans, hein, donc ça aurait pu être un contrat un peu plus long. Mais il y a toujours cette optique de 2026. Pourquoi pas avoir un neuf, tu vois, français avec très très haut potentiel, type un Léo Colli qui finalement va à Bayonne. Il y a Jono qui revient souvent. Potentiellement, ça peut être Uto en fait. Après, Pagerello, il a une grosse carte à jouer, hein, parce que, enfin, s'il fait une excellente saison, t'as le petit derrière qui va pousser, et puis t'as Max qui va pousser facilement jusqu'en 2028. Tu vois, lui, il a 26 ans, il sera en pleine possession de ses moyens. Tu vois, ça peut devenir. Max, il est arrivé tard chez nous, hein, et il a explosé tard. Donc, d'ailleurs, ça doit être dans ces eaux-là. Hein, je pense qu'il est arrivé, il doit avoir 26 ou 27 ans, et puis après, il a travaillé énormément pour exploser. Hein, mais c'est un joueur qui a un potentiel entre guillemets tardif. Donc pourquoi pas. Hein. Là, il a une année où il faut qu'il se lâche à fond pour progresser. En plus, il va être à côté d'un des meilleurs neufs européens. Donc il peut que progresser en travaillant comme lui. Et pareil pour Uto et même Enzo. Hein. De toute façon, ils vont apprendre. Hein. Ouais, bon, on a hâte de les voir chacun sur le terrain. Concernant le poste de numéro 10, donc j'en parlais, là on est un peu plus court sur patte. On a du coup Mathieu Jalibert qui a prolongé, Joey Carberry qui est toujours là, et on a Matteo Garcia qui est parti du coup du côté de la rade. Ça avait été annoncé assez tôt dans la saison, mais pas de remplacement sur ce poste-là. Donc en vrai 10,
potentiellement, c'est les deux joueurs qu'on a, parce qu'il n'y en a aucun d'autre qu'on a vu jouer plus ou moins régulièrement, même sporadiquement sur ce poste-là. Le seul autre joueur du coup qui nous vient en tête, c'est notre espoir, Joseph Laharag, qui a été très bon avec les espoirs et qui pourrait du coup servir de troisième option. Ouais, je vois ça. Est-ce que Bru et tout vont penser à faire jouer des mecs polyvalents, mais déjà enfin tu vois, en tête j'ai un joueur comme Buros qui aura potentiellement les capacités, mais pareil, c'est-à-dire que Buros il joue tellement, forcément tu vas pas commencer à le mettre pour faire reposer les titulaires à un poste de 10, c'est-à-dire que tu vas le faire enchaîner pour rien, tu vois. Donc la chance qu'on a, je pense, c'est que Fabien Galtier n'aime pas trop Jalibert, et donc forcément il sera pas le 10 titulaire, donc peut-être qu'il sera avec nous, et donc ils vont pouvoir alterner un peu les temps de jeu avec Carbery et Jalibert, et donc pouvoir se gérer. Mais effectivement, en numéro 3, je pense que c'est Joseph qui va devoir prendre le leadership après. Et puis, je vois que lui à l'instant T. Et après, bon, bien sûr, s'il y a des matchs clés et qu'on a des blessés en 10, forcément, il va avoir les jeux des polyvalences. Je pense tout de suite à Max Lucu, peut-être Buros, avant la Harag. Mais pour faire rentrer comme ça, soit en période de doublon ou dans certains matchs, c'est pas impossible qu'il soit là, même si je pense que Carbery va enchaîner. Donc voilà, c'est sauf si blessure numéro 2, je pense que ça va être compliqué pour la Harag de glaner des minutes. On va voir, c'est vrai qu'un Matteo Garcia par exemple la saison dernière n'a pas trop joué, mais encore une fois comme sur le poste de numéro 9, on a deux joueurs avant lui qui ne se sont pas blessés quasiment. Carbery était un peu blessé au début de saison. Mathieu a eu des petits soucis, mais rien de très grave ou dans la durée. Par contre, comme tu disais pour Pagerello qui a une carte à jouer, il y en a un qui a une grosse carte à jouer, c'est la Harag. C'est-à-dire que Joey Carbery, son contrat se finit en 2026. Si très vite dans la saison, il arrive à choper quelques minutes et se montrer, ça peut pour lui être très intéressant. Parce que sans faire de lui un numéro 2 la saison 2026-2027, c'est toujours bien de pouvoir se montrer et de montrer au staff que on peut compter sur lui. Ah c'est sûr que lui, s'il a l'opportunité, il faudra forcément qu'il la saisisse et il n'aura pas le droit à l'erreur. Donc en plus c'est très compliqué parce que là c'est grosse pression, parce que il aura pas 36 000 occasions de se montrer, et il faut vraiment qu'il soit au top pour qu'il puisse mettre le doute en fait au staff. Après j'espère pour lui que ça va arriver. Moi, j'espère pas que ça va arriver, parce que ça veut dire que soit il y en a un des deux qui s'est blessé de nos deux joueurs pros, Carbery et Jalibert, soit que Carbery ne convainc pas totalement. Alors que je crois beaucoup en lui pour cette deuxième saison. Donc ce serait un peu dommage. Et en plus, tu vois, pour le coup, ça va être assez segmenté la saison, parce que tout le début de la saison, c'est Carbery qui va la jouer. Ensuite, avant les tests de novembre, je pense que Mathieu va pouvoir commencer à enchaîner. Pendant les tests de novembre... Juste, on rappelle que Mathieu Jalibert s'est fait opérer en juillet. Oui. Donc il y a 2 mois de récup. Donc il sera pas là tout de suite après. Il devrait pas avoir une absence trop longue non plus. Non, mais je crois que c'est... on parlait de mi-octobre. Ah, tant que ça ? Ouais, c'était ça, non ? Ah, non, peut-être que je me trompe alors. Mais je crois que c'était octobre ou mi-octobre. Ok, moi je pensais qu'il allait louper 1 ou 2 matchs. Et donc non, je crois qu'il loupe au moins les 4 premiers matchs. Donc oui, t'arrives vite en octobre après. Oui. Donc et je crois que c'est ça, et je crois qu'il loupe les 4 premiers matchs, et donc du coup du coup la Harag va pouvoir peut-être avoir des minutes assez vite. Ils vont faire, oui, peut-être. Oui, parce qu'après tu mets qui en numéro 10 sur ton banc, où t'as Maxime Lucu qui peut couvrir le poste, mais tu vois, ça, pour moi Lucu en 10 c'est un peu comme Retière en 9, c'est que tu le fais pas débuter à un poste qui n'est pas le sien. Sauf qu'en plus, Lucu, ça veut dire que tu te prives de Lucu en 9. Donc, d'autant plus une mauvaise raison pour moi. Après, la différence près que Lucu, quand même, a fait des top classes en 10, quoi. Son quart de finale en Champions Cup il y a 2 ans, il était juste énorme. Bon, Retière, je suis pas convaincu en 9, mais bon, c'est un autre débat. Non, après ça dépend ta configuration du banc. Effectivement, si tu fous un banc en 6-2, là tu mets pas de 10, enfin ça m'étonnerait. Je pense que tu mettras qu'un 9 Pagerello, et effectivement en cours de match tu feras glisser Lucu. Mais oui, t'as raison, si c'est pas impossible qu'il fasse quelques minutes, c'est pas impossible. Ouais, de toute façon, en plus, nous, on a toujours envie de voir des espoirs éclore, un peu comme Yon Etchegaray la saison passée. Imagine,
Après, Tu donnes les clés du camion sur un match et puis il te fait comme Yon à Bayonne. Et en Ça plus, serait incroyable. l'avantage de la Harak, c'est que c'est un très bon buteur et en plus de loin. Donc tu vois, en fait, il peut entre guillemets, alors c'est pas facile ce que je vais dire, mais il peut facilement briller comme l'avait fait Garcia, tu vois, avec ses deux pénalités de 50 mètres. Ouais. Ça marque les esprits. C'est-à-dire que c'est pas dans l'animation, non. Ouais. C'est vrai que Garcia est très vite devenu la saison passée un joueur XXL qu'il fallait pas qu'il parte, Voilà. alors que les saisons d'avant, il n'avait pas été incroyablement Bah, il a précieux. comme tous les jeunes joueurs, mais de toute façon t'es pris un peu par la vitesse parce que ça va très très vite le top 14 et donc forcément dans l'animation, mais parfois tu te trompes, donc parfois tu te fais intercepter contre Pau ou contre le Stade Français parce que tu fais des trucs qui sont pas bons. C'était Pau d'ailleurs. Et parce que le Stade Français c'était Tapoy. Mais par contre voilà, c'est vrai que c'est des mecs qui sont des très bons buteurs, donc et qui peuvent buter de loin. Donc ça, tu vois, tu peux marquer, voilà, c'est comme je disais, tu peux marquer les esprits assez rapidement. Donc allez, tu m'as convaincu. Peut-être des minutes, quelques minutes dans ces 4 premiers matchs. Ouais. Très bien sur des matchs à l'extérieur parce que de toute façon il faudra aussi faire tourner à des moments et ouais, j'espère qu'il va pouvoir être sous les feux des projecteurs, Joseph. D'ailleurs apparemment il a pris du muscle, t'as oublié quelques kilos à son compteur dans sa description, il était pas content. Ouais, mais j'avoue, ouais. Non, bah après c'est bien, c'est dire qu'il bosse à la salle. Bah, il s'est épaissi du coup, c'est bien. Ouais. Bah ouais, c'est bien, mais il faut, de toute façon, pour le top 14, il va falloir qu'il soit prêt, quoi. Bah, surtout quand t'es 10, en fait. 10, t'es clairement ciblé, et en plus, si t'es réputé, entre guillemets, faible, t'es encore plus ciblé. Bah, moi, il m'a dit qu'il aimait bien le chocolat, donc... Ah bah, c'est bon, mais tant mieux. Bah, en même temps, c'est... Bon, on avance, on passe, Oui. on passe au centre. Au Ouais. centre du terrain, donc au poste de numéro 12, on a deux joueurs, Yoram Moefana et Rohan Janse van Rensburg. Pas de changement là-dessus, ça a plutôt été satisfaisant la saison passée. Ouais, on a même eu Van Resburg qui a été dans l'équipe type LNR, enfin cité dans l'équipe type LNR dans les centres, alors que c'était le remplaçant de Moefana et Moefana était même pas cité. Donc ça montre un peu la qualité et l'impact qu'a eu Van Resburg sur cette saison top 14 où il a marqué un peu les esprits. Donc ouais, on a deux 12 de très haut niveau là, c'est vraiment le top ça. Ouais, du coup, pas de changement. Peut-être des centres, des espoirs qui pourraient arriver en rotation. Parce qu'en fait, là, je vais peut-être compléter d'abord avec les 13. Ouais. On a du coup Nicolas Deporter qui est toujours là. Et on a Ben Tapoy, mais d'ailleurs qui était plutôt 12, qui s'en va. Il part à Brive. Et du coup, en 13, on a du coup Pablo Huberti qui jouait plus à l'aile quand même la saison passée et qui là devrait être fixé quand même sur un poste de numéro 13. Ouais, c'est possible. C'est possible qu'il soit fixé 13. Bah, sachant en plus qu'on a recruté quand même deux ailiers, donc bon, on en parlera après. Après en espoir, il y a toujours Georgi, le jeune géorgien, qui forcément va commencer à montrer un peu le bout de son nez. Je pense que lui, dès qu'il aura compris qu'il peut pas foncer dans les murs tout le temps et qu'il cherche les intervalles, il va être très très bon parce que en défense, il est déjà dominant. Donc ce qui peut parfois être un facteur limitant quand t'es centre, quand tu passes chez les grands, c'est de trop subir. Et lui, déjà, il subit pas. Donc c'est très intéressant. Et après, il y a aussi Dro qui grandit petit à petit. Adrien Dro. Ouais, qui est peut-être... alors après, maintenant, je vais dire qu'il est un peu léger et on va me dire qu'il a pris des kilos encore. Mais je sais plus combien, mais je crois qu'il est aux alentours de 90 kilos, peut-être pas plus, mais... Donc voilà, pourquoi pas. Je pense que Georgie est un peu en avance, même si c'est plutôt un 12 qu'un 13. Mais pas impossible qu'on le fasse débuter en 13 comme on avait fait pour Yoram quand il était passé pro. Je pense qu'il est peut-être plus préparé physiquement pour ce top 14, mais Dro est un joueur qui est extrêmement intelligent. Moi j'adore ça. C'est un très beau joueur de rugby. J'adore comment il lit les lignes de défense. C'est pas forcément un mec qui va mettre d'énormes cartouches, mais par contre il arrive à lire, il lit toutes les lignes de passe et il arrive à bien plaquer aux jambes, un peu comme peut le faire Nico Desporter, donc c'est extrêmement intéressant. Il faut que lui, pour passer le cap, je pense que il manque pas grand chose, il faudrait qu'il arrive à se lâcher beaucoup plus en attaque. Parce qu'en défense, je trouve qu'il est très bien. Par contre, en attaque, parfois, il arrive pas à s'engager fort. Alors, je sais pas si c'est lié à son physique, à lui comment il sent le jeu, mais voilà,
ce petit truc là pour passer le cut, je pense que c'est ça, c'est qu'il arrive à plus se lâcher en attaque. Donc ouais, pas tellement de changements au final sur ce poste-là, même si effectivement Bentancur il s'en va. J'ai pas le souvenir du nombre de minutes qu'il a joué, mais c'est pas non plus un joueur qui a énormément joué et il devrait être remplacé dans la rotation par Pablo Uberti, sachant que Moefana peut jouer 12-13. Potentiellement de porteur, il va bientôt pouvoir jouer 12 aussi avec la carrure qu'il a maintenant. Ouais, c'est pour ça. Donc ils sont tous un peu polyvalents, quoi. Ouais, là on a vraiment beaucoup de monde et beaucoup de qualité. Et à part Yoram qui est titulaire indiscutable en équipe de France, globalement des porteurs on sait pas trop entre Gaëton et Van Rensburg et Barassi. Voilà, il y a et Ficou aussi. Donc tu vois, peut-être qu'il va plus se battre pour savoir qui va être en tribune, quoi. Oui, donc il risque de pas non plus louper trop de matchs avec l'équipe de France, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est possible qu'ils soient en tribune. Même si Gailleton est quand même plus sympa dans le sens où il joue de poste. Ou il est performant. Donc voilà. Oui, à l'aile aussi, c'est ça. Ouais, donc tu vois, si vraiment il compte sur Ficou et Barassi, tu vois, il peut mettre soit Ficou sur le banc ou Ficou titulaire. Enfin bon, bref, bon, il se débrouillera. Mais pas impossible que des porteurs soient quand même parfois dispo, même s'il aura la semaine avec une grosse charge. À Marcoussis, donc voilà. Et puis après il y a, comme tu dis, il y a Pablo qui va se focaliser en position de 13. Pablo qui est un joueur sérieux, toujours constant, donc ça va le faire, quoi. Ouais, pas trop d'inquiétude. Du coup, Pablo va se focaliser sur le 13 parce que il y a du changement à l'aile. Donc on a Louis Bielbiarré, Damien Penaud et Arthur Retière qui eux restent. C'est quand même une plutôt bonne nouvelle. On a Enzo Rebier qui a très peu joué la saison dernière, qui venait d'Oyonnax et qui repart à Oyonnax en prêt. Et on a du coup Chan Mousquès qui nous vient de l'Aviron Bayonnais et Salési Rayassi qui nous vient du RC Vannes, qui viennent renforcer les ailes. Alors Mousquès c'est un profil arrière ailier, mais moi j'ai mis plutôt à l'aile et Etchegaray plutôt à l'arrière. Et Salési Rayassi, alors il peut jouer 15, il a fait avec les Fidji, mais c'est pas du tout son rôle en top 14. Et potentiellement, il pourrait aussi dépanner en 13. T'en penses quoi, toi, du coup, de ce renforcement sur les ailes? C'est quand même plutôt bienvenu. Ouais, c'est très malin. Et comme devant, je trouve qu'il y a dû avoir une discussion très importante avec le staff pour trouver un joueur capable de pouvoir remplacer Louis sans qu'il y ait en fait, t'amènes un autre style de joueur, mais c'est quand même un terrible joueur. Je pense que Rayassi a été recruté dans ce sens-là, parce que c'est réellement un facteur X où tu vas pouvoir faire reposer Louis et tu vas te dire bon, mais en fait c'est bon, un peu comme quand on avait Tamboué. C'est exactement ce que j'allais dire, ouais. Donc tu te dis bon ben voilà, Louis est pas sur le terrain, mais bon, en fait il y a Madoche qui peut traverser le terrain et c'est un peu ce style de joueur. Alors il a pas la même vitesse, mais par contre c'est un joueur qui est extrêmement costaud du haut, qui passe les bras systématiquement, qui a un plutôt bon jeu au pied. Je pense que alors effectivement avec les Fidji il a joué 15, mais je pense que c'est pas du tout son poste. Par contre 13, clairement il peut y jouer. Je vois pas pourquoi il pourrait pas y jouer. C'est-à-dire qu'en défense il est costaud, il arrive à glisser. En plus c'est plus facile de défendre en 13 qu'en ailier. Et sur des petits espaces, sur 10-15 mètres, il peut faire des différences et notamment faire des passes après contact. Donc pour moi ça peut être une option, tu vois, si pourquoi pas de le mettre parfois en 13, notamment pendant les périodes de doublons, ce qui permettrait d'intégrer le petit génie Chan Mousquets à l'aile, et comme ça en fait ou garder un mec comme Pablo qui est plus solide peut-être sur les bases. Mais voilà, je pense qu'il y a on a bien réfléchi, on a amené de la profondeur en fait dans cet effectif et surtout un mec qui puisse faire reposer Louis, parce que pour le coup on l'a vraiment fait beaucoup jouer, trop jouer, et on a vu qu'il manquait un peu de jus pour la finale, même même beaucoup. Donc il faut qu'on arrive comme beaucoup de nos stars, il faut qu'on arrive à les amener au top niveau en fait dans les matchs les plus importants, et la finale est ce qui est le plus important, quoi. Et ouais, le problème c'est que la saison passée, il a joué 8 fois 80 minutes. Donc il pouvait pas être au top avec l'UBB en juin, c'était impossible. Ou alors fallait que tu lui laisses une période de repos conséquente. Et vu que tu avais des échéances dès mars en Champions Cup, bah tu pouvais pas non plus le laisser indéfiniment. Et tu vois, au-delà de faire reposer Louis, en fait c'est surtout moi
pallier à son absence pendant qu'il fait du coup ses 8 matchs avec l'équipe de France, qui est super intéressant avec Rayassi et Mousquès. Du coup, ça te pose même une question, qui est-ce que tu mets en doublure sur les ailes quand t'as ni LBB ni Penaud? Est-ce que tu mets Retier Rayassi, est-ce que tu mets Retier Mousquès ou Rayassi Mousquès? Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'en priorité, on aura. Alors, ça dépend si c'est un vrai doublon ou faux doublon, ça dépend de la théorie. Mais pour les faux doublons, je vois bien. Je sais pas si Retier il aura pas de chance. Je pense que ça se trouve Retier Tu penses? il sera toujours un impact player. Hein. Ah, c'est possible. Bah, sur un banc en 6-2, c'est possible. C'est possible parce que sa polyvalence fait qu'il est intéressant sur le banc. Ceci dit, il y en a un qui a une polyvalence intéressante, c'est Mousquès aussi. C'est-à-dire que tu peux Ouais, le laisser sur le banc en te disant il peut rentrer soit à l'aile, soit à l'arrière. ouais, Mousquet aussi, et puis même Rayassi, hein, mine de rien, comment. Bon, il dépanne en 15 et puis après il peut faire ailier centre, donc ça peut être aussi un mec intéressant en sortie de banc sur des défenses fatiguées. Non, l'avantage c'est il va avoir. Je pense que Bru va devoir bien réfléchir dans ces périodes, ce qui est plutôt positif quoi. Je pense que vu l'âge de Mousquès, c'est peut-être celui qui sera la troisième option parmi ces trois-là. C'est possible. À part s'il cartonne dès le début de saison. Mais l'avantage c'est ça, c'est que lui, de toute façon comme beaucoup de jeunes, hein, il va falloir qu'il explose en fait. Qu'il explose le Bru comme avait fait Chigaray en fait. Et Chigaray finalement c'était pas la solution. C'est-à-dire qu'on aurait Non. préféré du coin. Sauf qu'il est arrivé à Bayonne, il a traversé 3 fois le terrain, tu vois. Et ben après ils se sont dit ah merde. Eh ben en fait on va essayer de le retester à Perpignan. Ah ouais en fait il est pas mal. Et même en quart de finale de Champions Cup, première titularisation en 15, il a 19 ans. Ah oui quand même. Donc tu vois, c'est l'avantage aussi de ces jeunes joueurs. Je trouve qu'ils ont pas cette notion de pression, t'as l'impression, et ils arrivent à briller assez rapidement. Donc voilà, il va falloir qu'ils saisissent leur chance bien. Tu vois, il faudra pas qu'ils se tassent sur un sprint et qu'ils se fassent rattraper par une Tamac, si vous voyez Ouais. ce que je veux dire. Ouais. Mais tu vois, ça joue pas à grand chose. Hein. Mais tu vois, ces jeunes-là dont tu parles, pour moi, ça fait partie du recrutement, en fait. C'est-à-dire que bah, tu pioches après parmi tes espoirs et t'es pas à l'abri que bah, y a un petit crack qui se révèle, qui saisisse sa chance et qui soit aussi performant que Echegaray. Aux ailes, aux espoirs, alors on a deux espoirs en Mousquet et Echegaray qui peuvent jouer, même LBB, il est encore à l'âge d'un espoir, mais parmi les espoirs, il y a Gabriel Bonne, par exemple, qui pourrait éventuellement, si vraiment il y a pléthore de blessés, potentiellement il peut être aligné. Ah, moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que son repositionnement de 13 en ailier, c'était plutôt bien. C'est un joueur qui est en plus, il a des qualités pour jouer en top 14. Tu vois, c'est un joueur qui est très aérien, qui est solide en défense, qui a plutôt pas mal de pattes, qui sait, voilà, qui est déjà assez mature physiquement. Donc pourquoi pas. Moi, j'avais beaucoup aimé ces 2 matchs de phase finale. Ça a été un des joueurs qui m'avait tapé dans l'œil. Donc pourquoi pas. Tu vois. Je pense que déjà il va s'entraîner avec les pros, je pense qu'il va faire quelques matchs amicaux, donc voilà, il faudra qu'il se montre sur le premier match, parce que généralement c'est ça, hein, les staffs font plutôt plein d'essais où ils mettent 2 équipes sur le premier match amical, et puis après le deuxième par contre on se met un peu plus en mode top 14, et donc là Oui, enfin, ça va être compliqué parce qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Mais toujours est-il que, comme les autres espoirs, on espère les voir monter une fois ou deux cette saison, comme ça a été le cas pour plusieurs joueurs la saison passée. Bon, on finit avec le poste d'arrière. Bon, là, on a évidemment le départ en retraite de Nance Ducoing qui a joué 2-3 matchs la saison passée, qui a inscrit les derniers points de l'UBB à Chaban la saison passée, ce qui n'est pas rien quand même, ce qui est un bel au revoir. On a Romain Buros qui lui est toujours là, fidèle au poste. D'ailleurs, je crois que fin de contrat 2026, donc on espère des bonnes nouvelles assez rapidement. Et du coup, Yon Echegaray qui devait potentiellement être prêté, mais qui finalement est toujours là parce qu'il est allé chercher le maillot et ce poste de numéro 2 au poste d'arrière. ouais, je pense qu'il a même enlevé une épine du pied du staff, hein. Ah ouais. Parce qu'en fait t'es trop content quoi, c'est-à-dire tu perds Nance Ducoing qui est un joueur expérimenté et t'as un crack qui arrive quoi, donc t'es content. Et en plus, t'as recruté des mecs polyvalents, parce que Shane Mousquet peut très bien jouer 15, même si il manque peut-être de longueur au pied. Ça reste un joueur qui peut être solide. Donc c'est super bien d'avoir ce nombre de joueurs hyper polyvalents. Comme ça, tu peux les intervertir. Tu vois, Echigaray a fait plutôt des bonnes performances à l'aile, même si je le préfère en 15. Et c'est vrai que c'est un coup. Enfin,
quand t'es dans un stade. Mais de toute façon, c'est ce qu'il faut qu'on vise. Hein. Il faut qu'on arrive à avoir une équipe espoir qui soit de très haut niveau pour alimenter comme ça. Parce qu'en plus, forcément, ça baisse la masse salariale. Parce que c'est des joueurs qui sont moins payés que des joueurs confirmés top 14, etc. Alors que et en plus, ça peut être des joueurs qui peuvent devenir hyper performants très rapidement. Tigray, il a vraiment explosé en quelques semaines, quoi. Donc on espère que devant ça va faire pareil. On espère que derrière il y en a d'autres qui vont sortir. Et puis Buros, moi je pense qu'il faut qu'on le re-signe parce que c'est un des éléments clés de notre système d'attaque. Il est encore très jeune, parce que je sais même pas quel âge, enfin il doit avoir 28 ans, donc il va arriver en plus dans ses plus belles années. Donc joueur qui maîtrise parfaitement le poste de 15. Je ne comprendrais pas que ce genre de joueur on le laisse partir, tellement il est performant. Même si parfois il a quelques pépins, il est toujours là dans les moments importants. C'est-à-dire que l'année dernière il a fait, alors effectivement il se blesse au bout d'un quart d'heure à la finale de Champions Cup, mais après il fait demi et finale de top 14. Je crois qu'il a fait quasiment toutes les phases finales de Champions Cup, et l'année dernière c'est pareil, hein, il a tout enchaîné hein, jusqu'à la finale, et il a fait le quart de finale contre les Queens. Donc Ouais, c'est un joueur qui est présent dans les moments qui comptent, quoi, comme donc je suis pas plus inquiet sur ces petits pépins qu'il a parfois en novembre, décembre. Enfin moi je m'en fous. Hein. Non, non, et puis tu vois, il y a 2 saisons, il joue 25 matchs. La saison dernière, il en joue 22. Et encore, tu vois, il loupe genre 2 mois et demi à cause de cette fameuse béquille avec l'équipe de France qui a été un peu minimisée par le staff médical de l'équipe de France. Donc non, il est pas tant blessé que ça. Faut modérer aussi. C'est un peu comme si tu disais que Jalibert se blessait beaucoup. Bah peut-être, mais en tout cas c'est aussi dû à pas de la malchance, mais tu vois enfin c'est aussi le jeu de ce genre de joueur. Ça veut pas dire qu'il va se blesser toute sa carrière. Quoi. Regarde Jalibert, il s'est pas blessé la saison passée. Jalibert, on était un peu inquiet au bout d'un moment quand il avait fait ses mois en équipe de France où il se faisait des ischios sur ischios. Tu vois, il y a 2 ans, c'était compliqué, quoi. Hein. Il se blessait toutes les 2 semaines, et d'ailleurs on le voyait. Hein, c'est un joueur qui accélérait même plus. Alors peut-être que ça l'a fait travailler son côté gestionnaire, hein, c'est ce qu'on disait, mais tu vois, tu sentais qu'il pouvait pas se lâcher. Et la seule fois où il s'est lâché, c'est contre Yonax, et il s'est repété avant la finale. Donc voilà. Mais comme tu dis, hein, là il a fait quand même. Mathieu, il a fait une saison pleine, avec quasiment pas de blessures, peut-être quelques petits pépins, mais rien de bien méchant. Voilà, Buros, il peut très bien le faire, il peut très bien refaire une saison à 25-30 matchs, c'est pas impossible du tout. L'avantage, c'est si on a peur qu'il se blesse, on peut le gérer avec un autre joueur de talent qui est Tchegaray, donc ouais, c'est plutôt positif. Mais je pense que voilà, Buros, il faut le faire signer il faut le refaire signer, et un gros contrat un peu de longue durée, hein, tu vois, jusqu'en au moins 2028, parce que c'est vraiment un élément clé, un peu comme, tu vois, je le compare un peu à Dulin quand il arrive à La Rochelle, où c'était vraiment l'homme clé du système de La Rochelle. C'est-à-dire que c'est lui qui gérait tout le fond de terrain, c'est lui qui gérait l'occupation, même certains lancements de jeu. Donc c'est des joueurs, même si oui, parfois ils peuvent être blessés, ils sont tellement importants dans ces moments clés, et si on arrive à les amener dans ces moments clés, ils vont nous faire gagner. Donc lui, il faut le prolonger, et rapidement. Ouais, je suis assez d'accord. Hashtag Buros 2028, voire même 2029, tiens. Et d'ailleurs, je viens de regarder, c'est son anniversaire aujourd'hui si vous nous écoutez ce jeudi 31 juillet. Donc il fête ses 28 ans. Bon Voilà. anniversaire à Romain Buros. On a fait à peu près le tour. Moi ce que je retiens un peu de ces 3 quarts, c'est que je pense que c'est la première année où je me dis, peu importe qui n'est pas là, derrière on a quelqu'un de très solide. Ouais, Tu vois, exactement. l'an dernier, je me disais, quand on commence la saison, si Maxime Lucu se blesse, c'est compliqué. Si Buros se blesse, c'est compliqué, même si Louis pouvait faire la navette. Tu vois, il y avait toujours un poste ou deux où je me disais, bon, en fait, tu perds quand même pas mal au change s'il y en a un qui se pète. Évidemment que si tu passes de Jalibert à Carberry ou de Lucu à Pagerello, évidemment que le niveau baisse, mais toujours est-il que tu gardes un haut niveau top 14. Il y a ça, et aussi dans la période des doublons. Pendant la période de doublons, on manquait en fait derrière de facteur X. Quand t'avais pas, et on était obligé parfois, tu vois, à Pau pour gagner, on est obligé de mettre Louis, et c'est lui qui nous fait gagner. Ouais. Et là, tu les as en fait. Le Rayassi,
Même Etchegaray peut faire ça. Mousquet. Mousquet peut faire ça. Van Rensburg peut faire ça, même s'il le faisait l'année dernière. Mais tu vois, il y a cette vitesse derrière le. Rayassi peut traverser le terrain sur une demi-action. Peut-être que Van Rensburg. Là où un retière. En fait, plus... un retière, je trouve qu'il est ultra précieux quand t'es devant. Bah, c'est ça. Là, quand t'es derrière, t'as besoin d'un mec un game changer qui va pouvoir te débloquer une situation. Exactement. Par contre, quand t'es devant et que t'as un retière qui arrive en cours de match, il va te faire des grattages, il va te sauver de situations pour te permettre de rester devant, mais c'est pas lui forcément qui va, en gros, faire débloquer ton compteur, quoi. C'est ça, exactement. Et comme même un Pablo, tu vois, Pablo c'est un excellent joueur, très constant, très fort en défense, mais il va pas traverser le terrain. Ouais. Voilà. Ouais. Alors que lui, Rayassi, il peut alors soit traverser le terrain, soit te faire une chistera de l'espace qui va fixer 3 mecs. Et ça c'est quelque chose qui nous manquait. Alors soit en fait pendant la période des doublons, t'es comme un Toulon ou un La Rochelle et tu casses la gueule de tout le monde devant, et donc bah forcément c'est vachement plus facile. Après tu peux marquer des essais si tu fais des portées de 30 mètres. Mais quand t'as pas forcément tous tes mecs devant et que t'es un peu chahuté, il te faut ce mec derrière. Et c'est vrai qu'on a eu de la chance parfois dans les périodes de doublons où on a eu une fois Penaud, une fois Louis, qui nous permettait un peu de changer ça. Et là, on les aura sans nos internationaux. Et donc ça, c'est intéressant. Ce qui fait que on va pouvoir limiter un peu plus les temps de jeu de Bielbiarré, Penaud, enfin, en gros de tout le monde, quoi. Mais Ce c'est qui clair, fait que tu peux encore un peu plus arriver frais au printemps. Bah, tu vois, là, je pense que si Rayassi était avec nous cette saison, Louis aurait pris ses vacances et n'aurait pas joué Toulouse au Matmut. Ouais. Voilà. Par exemple. Oui, du coup, ça décale un peu tout et il peut rater un match ou deux de plus et arriver un poil plus frais. Après, est-ce que ça aurait changé la destinée? Non, mais peut-être que si Rayassi avait été là, on n'aurait pas gagné la Champions Cup, qui sait? On sait pas. oh, le pauvre. Il est même pas venu. tu lui mets déjà un tir, il est même pas venu. Mais non, mais moi j'ai dit que ça allait être le chouchou de Chaban la saison prochaine. J'en suis assez persuadé. Pour moi, c'est quand même une petite Et puis évidence. ça fait longtemps, moi ça me manquait un Fidjien Bah oui. à l'UBB. On avait eu Radradra, on a eu Penny Ravaille, Taleboula. Voilà, c'est toujours bien d'avoir un Fidjien dans les équipes. En attendant ton Tuisova. Jamais il arrivera, mais Tuisova UBB. Parce que du coup, on a un Samoa. Parce qu'apparemment, Bentami Funa est Samoa maintenant. Ah oui, c'est vrai. Le pauvre, il a tout fait, quoi. Ouais, il a fait tous les drapeaux. D'ailleurs, en parlant de Tamifuna et du poste de pilier droit, on a une petite nouvelle qui est tombée la semaine dernière. C'est que visiblement, du coup, le staff a entendu notre analyse des avant, où on disait pourquoi pas garder Taoufa finalement, même s'il est non-gif. Il semblerait que finalement Taoufa va peut-être rester à l'UBB. Ouais, mais c'est plutôt cool. Tu vois, on se posait la question, on avait un peu des doutes à droite. Comment on va faire avec 2 pros jusqu'en décembre parce que Big Ben n'est pas là. Est-ce que on tente un Marie qui n'a pas joué depuis 6 ans à droite ou un Awad qui a 20 ans et qui revient des croisés? Voilà, t'avais évoqué ce nom de Taoufa qui est très apprécié au club. Donc plutôt content. Franchement, je pense que c'est un bon parti pris en fait pour que ce soit financièrement, que ce soit humainement parce qu'il est bien intégré au club. Et du coup, il va pouvoir faire, moi je le vois bien faire numéro 3 jusqu'au retour de Big Ben et puis après tranquillement passer numéro 4. Voilà, on espère une bonne préparation pour qu'il arrive à doubler son temps de jeu et qu'il passe à 20 minutes. Ouais, et 20 minutes d'affilée si possible. Si possible. Voilà, 25 d'affilée, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Mais voilà, c'est plutôt rassurant, je pense, pour ce début de saison. Ouais. C'est que il nous fallait quelqu'un en numéro 3 pour le début de saison et que Thomas Taoufa, c'est 1000 fois mieux que personne. Donc, c'est ça, ouais. Donc c'est une bonne nouvelle. Moi, le seul truc qui me dérange, et encore peut-être qu'il y a une explication que je connais pas, mais c'est le fait que ce soit un non-gif. Alors le marché est très très compliqué,
Mais du coup, ça prend la place de quelqu'un d'autre qui aurait pu monter des espoirs, notamment vu qu'on a du Zapedowski, Everett, Bissu, Kendravra, tu vois, tout cela, c'est des non-gifs. Donc, potentiellement, ça peut prendre la place de l'un d'entre eux. On fera le compte des non-gifs, Ouais. mais c'est un peu le seul truc qui me chagrine un peu. Mais bon, Il y a Jacob il fallait quelqu'un. Jacobs. qui est passé gif. Il est passé gif là cette année. Il est passé gif, ok. Ça y est. Bah, c'est une bonne nouvelle. Il a eu son papier avant Bobby. T'imagines Bobby qui est français, tu sais. Ouais. C'est un peu bizarre. Bon, tu me diras Flamand et pas gif non plus. C'est vrai qu'il devrait faire quand même des exceptions. Enfin, je sais pas si possible, mais c'est pas de sens. Français ou formé dans un centre de formation, ouais. Ça peut être logique. Voilà pour notre petit bilan de l'effectif. Donc, si vous l'avez raté, il y a évidemment les avants qui ont été faits la semaine dernière, avec l'ajout du coup qu'il faut faire de Thomas Taufa à droite. Bon, on a déjà fait rapidement un bilan, mais c'est quand même très positif. Le recrutement, ouais. Là, pour le coup, je trouve qu'on a bien ciblé, que ce soit devant et derrière, tout ce qui nous a posé problème et qui nous a mis en difficulté dans les moments clés. Donc, devant, je trouve qu'on a bien recruté, notamment pour contrer ce jeu à une passe. Et derrière, il y avait pas de en fait, notre 15 type ne va pas changer. Enfin, derrière, notre 7 type ne va pas changer parce qu'on a des machines. Par contre, c'est dans la profondeur. Et forcément, on a vu des choses. Je trouve que pendant les périodes de doublons, il manquait de facteur X. On a récupéré Rayassi, Mousquets. Il fallait faire reposer Louis parce qu'il joue beaucoup trop alors qu'il a que 21 ou 22 ans. Bam, on recrute du mec. Donc je trouve que en plus on recrute du polyvalent. Pareil, une deuxième charnière qui a quand même où on augmente notre niveau avec Pagerello. Donc ouais, c'est vraiment du recrutement bien senti, plutôt malin. Quasiment, enfin, on a quasiment recruté que des gifs d'ailleurs, à part quelques-uns, mais c'est beaucoup plus positif par rapport au départ de non-gifs, que ce soit Samu, Tatafou, etc. Ouais, je crois qu'on a 2 non-gifs avec Rayassi et Duprez. Et effectivement, on a quand même pas mal de non-gifs qui s'en vont. Il devait y avoir Taufa qui s'en allait, mais finalement, il reste. Mais effectivement, c'est ultra positif et il y a assez peu de défauts dans ce recrutement. Certains aimerait avoir un troisième ligne d'expérience en plus, ce qu'on peut comprendre, mais vu le talent qu'on a à ce poste-là, il y a des joueurs à faire monter en compétences. Donc non, moi franchement, tellement hâte du début de saison et de voir comment ça va se dérouler. Du coup, chapeau à Laurent Marty, ses équipes, à Yannick Bruck et son staff, mais aussi à Frédéric Garcia et son staff qui bossent sur les espoirs, parce que là, ça commence à devenir assez sexy. Ouais, assez intéressant. Et du coup, je pense que je vais republier mes vidéos sur toutes les recrues là pour faire un petit point. Donc je pense que je vais le faire après la sortie de l'épisode. Ouais, du coup, allez voir les vidéos de Yann sur son compte X. Donc, il y a les espoirs, il y a les recrues, il y a tout ce que vous voulez. Sinon, on va les poster un peu au fur et à mesure sur Instagram, donc le compte Ubébiste, et sur TikTok aussi. Je crois qu'on a programmé une vidéo par jour, mais du coup, qui seront jusqu'à la fin de l'été, des vidéos que Yann a faites. Donc, si vous voulez les voir, allez prioritairement sur X, et si vous voulez en rater aucune, c'est là où on les postera d'abord, où Yann les postera d'abord, et ensuite on les postera un peu plus tard à chaque fois sur Instagram et TikTok, parce que ça nous fait une bonne petite visibilité, et c'est des plateformes qui sont un peu plus faites pour la vidéo que Twitter. Donc n'hésitez pas à aller voir et donner de la force avec des likes, des abonnements, des commentaires, et tutti quanti. Voilà pour cet épisode. Bon, on voit si on a des petits sujets encore à traiter cet été, Yannou. Ouais, de toute façon, il y en aura. Les attentes de la prochaine saison. On l'a pas fait, ça. Je pense qu'on peut faire ça. Ça peut être très marrant à faire. Qu'est-ce qu'on attend la saison prochaine? Déjà, on a déjà cité qu'on attend que Thomas Taufa fasse plus de 22 minutes sur un match. Oui. Ça peut être pas mal. Si vous avez si vous avez des attentes d'ailleurs, n'hésitez pas à nous les envoyer. Peu importe la plateforme, on essaiera d'en sélectionner. Ça peut être très drôle à faire. Je pense qu'on enregistrera peut-être mardi ou mercredi la semaine prochaine. Donc d'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer des trucs, que ce soit sérieux ou drôle. On fera peut-être un petit tri quand même, mais si ça nous fait rire, on le passera avec grand plaisir. Bon, Yann, merci beaucoup, puis passe une bonne semaine sous le soleil d'Orléans. Ouais, à plus, mon Cyril. Ciao.